Merci beaucoup Nadia. Donc, étant donné que la prochaine communication va aborder un sujet différent, y a-t-il des questions et des commentaires pour le docteur Nadia Kazdar? Il n'y a pas de biologiste dans la salle ou quoi? Oui. Docteur, professeur Zogmar. Merci, Mars. Je voulais savoir à peu près la cadence de surveillance des différents paramètres. Est-ce que vous le Alors, faites, par exemple, si la température, est-ce que vous le faites quotidiennement? Est-ce que vous le faites par semaine? moi j'ai Le trois. pH, parce qu'on sait Ouais. que là-bas, c'est ça. C'est le pH, le paramètre, la température, tout Bien ça. sûr. Et quelle est la place de la mesure des organismes volatiles? Qu'est-ce que Des vous VOC. avez? Oui. Les VOC, oui. Mm. Comment vous les évaluez? On sait qu'actuellement, il y a des appareils qui permettent de les évaluer. Comment vous les évaluez? Est-ce que vous les évaluez indirectement par la qualité des embryons que vous obtenez ou bien vous le faites directement par un appareil qui vous permet de... Alors moi j'ai une forte activité, donc je peux évaluer 3 indicateurs quotidiens, mon taux de fécondation, mon taux de blastulation utile et mon taux de survie à la décongélation. Et pour la question des VOC, ça je le fais 2 fois par an. Et si j'ai une baisse de mon taux de blastulation, de mon taux de fécondation, de mon taux de grossesse, je le fais en cas d'alerte. Et je le fais, j'ai un VOC metteur qui est commercialisé par Cooper, qui fonctionne très bien. C'est un appareil portatif et ça mesure très bien les VOC. Alors, Vas-y, Sikhal, vas-y. Merci Nadia pour la présentation et félicitations. Nous, à Fertilia, on fait la surveillance de la température des VOC et de pH de manière continue grâce à un logiciel et tous les appareils sont connectés à un ordinateur où il y a les courbes de façon quotidienne et on continue. Et s'il y a une variation, il y a une alerte pour les biologistes. Top, très bien. Ça, c'est encore mieux. Vous avez les moyens. Je voudrais juste rajouter quelque chose et vous raconter une petite histoire. Alors, c'est très important d'évaluer ces performances pour réactiver rapidement des actions. En fait, dernièrement, à l'hôpital où je travaille, alors moi, je suis clinicien, donc je vérifie surtout les taux de grossesse. Et on vérifie toujours le 15 du mois pour le mois précédent. Donc, dernièrement, on a vérifié les taux de grossesse et la chef de biologie était alarmée. Alors, dans tous ces états, parce qu'il y a eu une vraie baisse des taux de grossesse des bêta-HCG positifs. Et on s'est mis autour d'une table, on essaie de revoir un tout petit peu ce qui se passe. Et je me suis rappelé que dernièrement, sur les à peu près 10 transferts que j'ai faits sur le mois, disons, de janvier, j'avais 2 retours d'embryons, chose qui m'arrive très rarement. Ça veut dire que j'ai un 2 retours tous les 6 mois ou un retour par an. Alors que sur 10 transferts, 2 jours de suite, j'ai eu 2 retours. Donc on a revu et on a trouvé que sur ce mois-ci, il y avait plein de retours d'embryons. Donc on a vérifié, en fait on avait une nouvelle technicienne qu'on a très bien formée pour tout ce qui est recueil ovocytaire, ICSI et tout. On l'a aussi formée pour le transfert d'embryons congelés, mais c'était un mois où il y avait plein de vacances, plein de haïts. Donc plein de techniciens qui sont partis en vacances. Elle a assuré le transfert pendant 3 semaines. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème technique quand elle chargeait les embryons. Alors c'est très technique, hein, les gouttes et la distance entre le bout du cathéter. Et on a réactivé rapidement des corrections. Et le mois d'après, on a rétabli nos taux de grossesse. Alors je voudrais juste vous raconter ça pour vérifier régulièrement vos performances, pour activer des correctifs très rapidement. Parce que vraiment, si on ne fait pas ça, on peut passer 6 mois en altérant nos résultats sans avoir aucune explication. Moi, j'ai juste quelques remarques et commentaires. La première chose, c'est-à-dire pour qu'un centre de PMA marche, l'idéal, c'est qu'il faut qu'il soit un centre intégré. C'est-à-dire, voilà, c'est une équipe multidisciplinaire, clinico-biologique. L'idéal, c'est que le centre soit intégré,
Commençons déjà avec l'esprit et la vision de One Bill for All, c'est-à-dire une facture pour tout. À partir de là aussi, ça dépend comment on va organiser l'orientation de l'activité dans un centre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Workflow Orientation and Management, c'est-à-dire avec ce système de marche en avant. Et s'il y a quelque chose sur laquelle il faut investir, même si on s'organise pour avoir un centre intégré où les équipes communiquent et voilà, soit on réussit tous ensemble ou on se plante tous ensemble, c'est que il faut investir sur la formation. Et là, Nadia, elle a bien insisté, mais j'insiste encore. C'est qu'il faut essayer de recruter le technicien, excusez-moi, ou le clinicien le moins mauvais, parce qu'on n'est jamais sûr de recruter le bon. À partir de là, c'est qu'il faut former, habiliter et déléguer, c'est qu'il faut les responsabiliser. Donc il faut investir sur la formation des membres de l'équipe, surtout côté laboratoire. À partir de là, le professeur Zogmar a parlé ce matin sur la métrologie d'un laboratoire. C'est très important. Voilà, par exemple, tous les matins, il y a ce qu'on appelle un papier, un sheet, on arrive, l'embryologiste qui arrive le matin, lui, il doit contrôler la métrologie du laboratoire, que tous les incubateurs sont allumés, la température est bonne, les frigos, les congèles sont bons, les platines chauffantes, c'est bon, tout est bon. Ça, c'est la première chose à faire le matin. Et à partir de là, c'est vrai que Nadia, il y a les indicateurs de performance de la productivité ou du rendement, c'est-à-dire le taux de fécondation, le taux de 2P1, de 3PN. Et surtout, alors d'après mon expérience, méfiez-vous des milieux de culture, parce que, par exemple, ça dépend. Chez Nadia, on sort un flacon le matin et il ne revient pas le soir au frigo, parce qu'elle a 2000 ponctions. Mais vous pouvez acheter les meilleurs milieux de culture, par exemple. Mais si vous allez les sortir 10 fois entre le frigidaire et vous allez, parce que M. Zogmar l'a dit ce matin, c'est qu'on met un seul milieu et on laisse l'embryon choisir. Vous risquez, à faire des allers-retours, de casser quelques acides aminés. Et là, vous avez une baisse de la qualité embryonnaire du taux de... Donc, par exemple, voilà un petit détail. Si vous avez une petite activité, quand vous recevez le milieu, allez écoutez-le, les milieux. Ça, c'est très important. L'histoire de l'huile, pareil. Donc, ça, c'est très important. Mais si vous voulez réussir tous ces indicateurs de performance et être accrédité un jour, comme c'est une obligation aujourd'hui en France, de grâce, investissez sur les ressources humaines. Et la personne la plus importante dans un centre de FIV, c'est la femme de ménage. Voilà. J'ai bien aimé ton expression en disant que le biologiste responsable, c'est la police. Ouais. Et effectivement, ce qu'il faut faire, et tu l'as bien dit, et il faut que les gynécologues, surtout si on a un centre où on a plusieurs gynécologues qui travaillent, les gynécologues, les cliniciens doivent accepter d'être contrôler et, voir leur performance par rapport à des référents. Et c'est comme ça qu'on arrive à apporter des mesures correctives pour chaque clinicien en comparant ses performances par rapport à des référents. Et il faut le faire tous les 6 mois. C'est ça. Nous, par exemple, ça nous est arrivé plusieurs fois de se séparer de gynéco qui ne rentraient pas dans les critères malgré plusieurs alertes, parce qu'on prend en charge des couples. On a considéré que d'avoir ces gynécos dans le centre, ce n'était pas de rendre service à ces couples. Et on a décidé de se séparer de ces gynécos. On s'en séparait de 5-6 en 4 ans, parce qu'on les alertait une fois, ils ne se sont pas remis en question. Parce que pour remettre en question un gynécologue, c'est compliqué. Et du coup, aussi, il a reçu son petit courrier, parce qu'on on prend en charge des patientes, on prend en charge des couples, on prend en charge des humains. Et un gynécologue qui ne se remet pas en question, ce n'est pas du tout acceptable. Il y a un autre pilier très important, mais un autre pilier dans la prise en charge globale de l'infertilité, c'est hyper important, et Nadia l'a soulevé, c'est la communication. Il faut vraiment savoir communiquer et travailler en équipe. Il ne faut pas scinder biologistes, cliniciens, il faut que tout le monde travaille ensemble. Ça nous arrive très souvent de passer de l'autre côté pour vérifier
de CCO, le nombre de vos sites matures, on discute les cas avec les biologistes. À l'hôpital, on a créé des consultations pré-EXI pour tous les couples avec les biologistes. C'est hyper important de communiquer et de prendre en charge tous ensemble l'infertilité. Moi, j'ai avec Mansaf, ce qu'il a dit tout à l'heure, ça c'est très important. Et dans le sens, une petite histoire, mais oui, je sais, c'est que même la femme de ménage, elle a une place. Et là, une petite histoire qui a été m'a racontée par notre prof Clément Jiménez, il a eu 1 mois sans grossesse. Il venait parce que la femme qui nettoyait, elle utilisait un torchon sur les paillasses. Et c'était un torchon qui était sale. Et là, ça a expliqué un échec de grossesse pendant 1 mois. Qu'il a fait, il a eu cette dame, lui a expliqué, il ne plus utilisé. Et là, les grossesses, ils ont repris. C'est-à-dire que même la femme de ménage, il faut faire. Moi, j'insiste sur quelque chose, de ne pas utiliser le chlore, le javel dans le laboratoire, et vous le savez tous, ça c'est clair. Les alcools, tous ces produits, il faut, même la femme de ménage, il faut lui expliquer, il faut lui donner des instructions, surtout si c'est une jeune, une nouvelle femme de ménage que vous allez introduire au niveau du laboratoire. Merci. Merci. Merci beaucoup, Nadia. Merci.